Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On reprend les lives et aujourd'hui on a un sujet très important à étaler sur la table. On va parler de la santé reproductive au Cameroun. Et nous avons un invité qui est plutôt un expert, c'est Monsieur Kenneth. Bonsoir Monsieur Kenneth. Bonsoir, Comment tu vas? ça va, merci. Alors aujourd'hui on a préparé une série de questions pour toi Ok, concernant le sujet et ok, on espère vraiment que tu vas éclairer notre lanterne. Déjà présente-toi rapidement. ok. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Ndé Kenet, je suis responsable de la communication pour Humanity First Cameroun. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler du droit à la santé sexuelle et reproductive. C'est une activité que nous menons dans le cadre du projet Promesse DSSR financé par Amplify Change. Voilà. Ok. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Donc, on a préparé une série de questions à laquelle il devra répondre en nous disant toutes les vérités. Parce que je sais, la sexualité intéresse la plupart des jeunes et ceux qui me suivent d'ailleurs. Mais il faut comprendre que c'est réellement une problématique aujourd'hui. Donc, avant de commencer la vidéo, les gars, vous likez et vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire. Ok? Là, on a recommencé avec les podcasts. Bon, monsieur Kenneth. Oui. Aujourd'hui au Cameroun, parler de sexualité, de santé sexuelle reste parfois tabou. Pourquoi, selon vous, la sexualité demeure un sujet aussi sensible et comment cela influence-t-il l'accès à l'information pour les jeunes? D'abord parce que c'est une très bonne question d'entrée de jeu. Parce que d'abord, la sexualité, c'est quelque chose d'intime. Et chaque fois quand on parle d'intimité, ça refracte, ça Mhm, empêche qu'on parle. Encore plus dans nos sociétés africaines où on est encore ancré dans les traditions et où la notion de sexualité et d'intimité sont des choses très taboues. Donc voilà pourquoi même jusqu'au 21e siècle et en 2020, comme ça, c'est toujours difficile de parler un peu de sexualité. On n'en parle pas facilement, que ce soit à l'école ou même dans la mhm. société tous les jours, ou même quand on arrive à l'hôpital, c'est des sujets encore difficiles à aborder avec surtout les plus jeunes. Mais pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que la population hyper active sexuellement, c'est curieusement la jeunesse. Effectivement, c'est un paradoxe. Bien qu'ils soient hyper actifs sexuellement, ils ne sont pas informés sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Donc, Ah, ils sont hyper actifs, mais est-ce qu'ils le font de la bonne manière? Est-ce qu'ils sont informés sur les bonnes façons de le faire? Est-ce qu'ils sont informés sur les risques encourus quand on le fait de la mauvaise manière? C'est ça la vraie question. La santé sexuelle et reproductive, c'est pas seulement l'acte sexuel, c'est tout ce qui englobe le droit, les devoirs et l'accès aux services et aux soins en matière de santé sexuelle. ah d'accord. Oui, Là, maintenant, je comprends mieux. oui, oui. Ok. Donc, ça veut dire que si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu sauras comment bien pratiquer le sexe, c'est-à-dire la sexualité dans l'art. On espère que tu es toujours là. Ok. J'ai une deuxième question. OK, Comment définirez-vous concrètement la santé sexuelle et reproductive dans le contexte camerounais? très bien, Et quels sont les droits fondamentaux selon les normes internationales? très bien. Alors, la santé sexuelle et reproductive, simplement, c'est avoir connaissance du fonctionnement de la sexualité, avoir accès aux soins en lien avec sa sexualité et reconnaître ses droits en rapport à sa sexualité. Donc, clairement, c'est savoir que j'ai un droit sur mon corps, j'ai le droit de jouir et d'utiliser, je veux dire, de jouir de mon corps comme je veux. J'ai le droit, je ne dois pas être, on ne doit pas m'imposer des choix ou des orientations sur ma sexualité parce qu'il s'agit de mon corps et j'en fais ce que je veux. Et aussi, vu que j'ai ce droit de faire ce que je veux de mon corps, j'ai aussi droit à un minimum de soins en santé en ce qui concerne mon corps et ma sexualité. Et enfin, j'ai le droit d'être protégé des personnes qui veulent peut-être attenter à ma sexualité. Voilà en clair un peu le droit à la santé sexuelle et reproductive de manière terre à terre. Maintenant, ici au Cameroun, c'est juste protéger, protéger nos droits à la santé sexuelle et reproductive, avoir accès aux services minimums de santé sexuelle et reproductive comme le droit au matériel comment on appelle ça, au matériel comme les préservatifs, Lubrifiant, les etc. lubrifiants.
la pilule du lendemain, c'est un droit. Donc, par exemple, également, l'utilisation des serviettes hygiéniques. Parce que jusqu'à présent, il y a certaines localités où les serviettes hygiéniques pour les femmes sont encore un luxe. Et donc, or, c'est un droit. Elles ont le droit d'utiliser ces protections-là. Elles ont même le droit, lorsqu'elles se ressentent des difficultés ou des, comment on appelle ça? Des infections? Non, Mais c'est des ce qu'on règles. appelle les règles douloureuses. Ah, Elles ont le d'accord. droit même de demander, de prendre un congé et de l'obtenir pour pouvoir rester à la maison et prendre soin de leur corps ou bien de leur santé. Et donc, et enfin, c'est aussi l'accessibilité. On doit les rendre même gratuites à la limite. Rendre gratuites même les serviettes hygiéniques, rendre gratuit l'accès à des services de santé comme le soin et le traitement du VIH/SIDA, c'est déjà le cas. Rendre gratuit le soin et le traitement peut-être pour d'autres problèmes de santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est en fait, pour le contexte camerounais, ça se résume à être éduqué sur ses droits, connaître ses droits, avoir accès aux soins de santé. Mais déjà, c'est vrai que au final, ça reste un réel euphémisme. Parce que est-ce que la phrase jouis de son corps comme tu veux, ce n'est pas un peu fort? Parce qu'en réalité, si on parle de ce concept-là, Oui. que le jeune ou la jeune fille qui nous regarde aujourd'hui a le droit de faire de son corps ce qu'elle veut, Oui. mais aujourd'hui, justement, on se rend compte que la société est en dépravation justement parce que certaines jouissent de leur corps comme elles veulent. Est-ce que il ne devrait pas avoir des barrières? Si par exemple, les filles qui sont chez Gédolo, par exemple, elles font de leur corps ce qu'elles veulent. Pourtant, ce n'est pas éthique. Oui. L'État a même sorti un truc qui censurait l'utilisation Oui, de cette le ministère plateforme. de la promotion de la femme et de la famille. Voilà. Donc, est-ce que ce droit n'est pas aussi parfois limité pour éviter de heurter la sensibilité d'autres personnes? Parce qu'un jeune homme, imagine, avec le phénomène Whoopi, un jeune homme, il va dire qu'il fait de son corps ce qu'il veut. Est-ce que ça passe? Surtout dans le contexte camerounais que l'homosexualité est d'abord interdite et avec raison. Est-ce que ça passe? Alors, la liberté, ce n'est pas non plus le libertinage. Et Très éduquer bien. donc un enfant à ses droits en matière de santé sexuelle et reproductive, c'est lui dire jusqu'où tes limites vont en fonction de la culture et du contexte. Ce n'est pas pour dire, comme ton corps, tu en fais ce que tu veux, prends-la, va te donner à qui tu veux. Si on te donne même l'argent, si on te donne le iPhone, c'est bien. Non, ça, ça va plus loin que ça. C'est lui dire que tu as un corps. Personne ne doit t'obliger à faire des choses de ton corps. Ça t'appartient et tu en fais ce que tu veux. Ce n'est pas non plus pousser les gens à la prostitution. C'est plutôt leur dire que ton corps ne doit pas être un objet d'échange, peut-être pour une faveur ou un service. On ne doit pas te pousser à utiliser ton corps pour obtenir des faveurs ou des services. Non, mais il ne va pas te couper, mais est-ce qu'on te pousse? Il y a des femmes aujourd'hui, il y a même des hommes qui se vendent littéralement parce que, soi-disant, c'est leur corps, ils en font ce qu'ils veulent. Si on parle un peu sur le plan spirituel, est-ce que nos corps même nous appartiennent? Ne sommes-nous pas les locataires de nos propres corps? Est-ce que nous devons en faire réellement ce que nous voulons? Parce que là, c'est délicat. Si tu dis à ton enfant que tu peux faire de ton corps ce que tu veux et tu te rends compte que parce que lui, il a des désirs sadiques, chaque matin, il se cogne la tête sur le mur, le sang, il dit que son corps, il fait ce qu'il veut, il le gaspille comme il veut. Est-ce que c'est normal? Non, là, c'est un autre problème que vous posez. C'est celui peut-être de la liberté, d'utiliser, la liberté de disposer de son corps ou bien de disposer de son corps et de trouver un plaisir tel qu'on le veut. Maintenant, là, une autre chose, c'est que dans notre contexte, le problème, la question ne se pose pas encore. Nous, on n'y est même pas encore. Dans notre contexte camerounais et africain, on ne veut même pas encore atteindre ce niveau-là. Ici, pour nous, c'est de dire que l'excision, par exemple, où on coupe une partie du clitoris de la jeune fille parce qu'on ne veut pas qu'elle ait certaines excitations. Oui. Ça se fait encore aujourd'hui au Cameroun? Ça se fait encore aujourd'hui. Au Cameroun? Oui, au Cameroun, dans certaines régions du Cameroun. Et c'est ça le droit à la santé sexuelle et reproductive. Ah, c'est plus ces aspects-là que nous cherchons, nous, à éduquer les populations. Ce n'est pas dit que fais de ton corps ce que tu veux ou bien c'est ton corps, tu en fais ce que tu veux. C'est dit que l'excision, tu ne peux pas priver quelqu'un du plaisir de jouir de sa sexualité. C'est un crime. Et c'est plus ça que nous indexions. Par contre, les travailleuses du sexe, par exemple,
Quand c'est le cas où les travailleurs du sexe, ceux qui disent, ceux qui vont jouir de leur corps comme ils veulent, et donc ça se fait un peu d'argent, nous, on ne juge pas leur action, mais on peut plutôt les soutenir et les accompagner en leur procurant des moyens de protection, en leur procurant des moyens de protection, en leur procurant des moyens pour se faire le moins mal possible, leur procurer des services même de contraception. Est-ce que cela ne serait pas plutôt encouragé? Parce que ne pas juger, c'est bien. Mais déjà, permettre à ce que la personne puisse mener à bien cette activité qui est jugée non éthique, c'est un peu l'encourager. Le problème, c'est que... Si tu donnes les préservatifs à une prostituée, tu l'encourages à la prostitution. Non, le problème, c'est que ce n'est pas encourager. Le problème, c'est empêcher qu'elle soit infectée et qu'elle infecte d'autres personnes. Ah, on ne va pas se mentir, c'est un métier qui existe. Plus vieux que le monde. Voilà, c'est comme on le dit, le plus vieux au monde. Il y a les clients. S'il y a une marchandise, c'est qu'il y a les clients. Si elle est infectée, c'est qu'un jour ou l'autre, un de nos proches ou l'une de nos proches peut être infectée et peut-être nous aussi qui passait par là. Voilà, donc pour limiter le plus possible l'infection, on les informe sur leurs droits. Un client ne peut pas venir t'imposer de ne plus utiliser le préservatif, ce n'est pas possible. Non, mais elles-mêmes souvent elles mettent les prix, non? Que sans préservatif, elles mettent les prix XXL. Oui, ça c'est vrai quand même. Bon, vous avez encore dit un truc intéressant, vous avez parlé des droits. Oui. Qu'il y a le droit, peut-être les serviettes hygiéniques ne sont pas accessibles dans certaines localités. Mais peut-on vraiment parler de droits? D'autant plus que c'est payant. Parce que les préservatifs sont payants. Bon, parfois, dans les campagnes de dépistage de VIH, on distribue souvent les préservatifs. J'en ai déjà reçu plusieurs fois, les lubrifiants en sachet. La plupart du temps, quand tu vas en pharmacie, le lubrifiant, ce n'est pas donné. Même les préservatifs, ce n'est pas donné. La bonne qualité. Justement. Les serviettes hygiéniques, c'est pareil. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas dire que le coût de vie bas peut aussi favoriser l'exposition aux contaminations sexuellement transmissibles de la jeunesse? Vous avez raison. Je me souviens qu'à une époque, il y avait même des distributeurs de préservatifs un peu partout à l'université. 25 francs, ça te fait sortir ton préservatif là. Prudence. Oui. Sans publicité, prudence. Mais de moins en moins, on trouve ça. On vend vraiment maintenant les préservatifs. C'est un produit comme un autre. C'est un business. C'est un business. Et quelqu'un qui fait son business ne va pas venir parce que vous distribuez ça, faire tuer son truc. Toutefois, ce que nous, on essaie de faire, c'est de le rendre accessible au plus de personnes. Si peut-être pour nous ici à Yaoundé, c'est un peu compliqué d'avoir certaines choses, imaginez par exemple à Photocall. Ils font des rapports sexuels, ils ont besoin, bien les femmes ont des règles. Comment est-ce qu'ils font là-bas? Si pour nous, ça peut être compliqué et comme peut-être on profite seulement des campagnes pour en acheter, comment est-ce qu'eux, ils font là-bas? En fait, eux, ils n'ont même pas l'occasion d'acheter parce que ce n'est pas disponible. Ce n'est pas disponible. Donc, le droit et l'accès aux services de contraception comme les préservatifs, par exemple, c'est surtout pour ces personnes de zone rurale-là. C'est leur donner l'opportunité à eux aussi d'en bénéficier. On va dire qu'en zone rurale, on fait beaucoup d'enfants parce qu'on n'a rien à faire. Non, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de protection. Et le coït interrompu ne fonctionne pas toujours. Parfois, tu dis que non, je vais mettre dehors. Et quand tu regardes comme ça, c'est le but est déjà entré. Donc, si par contre, ils ont ça en amont, les serviettes, les préservatifs, ils sont mieux informés sur leur utilisation. On aura moins de naissances non désirées en zone rurale, par exemple. Et oui, c'est un droit. Nous pensons que l'accès aux préservatifs doit être gratuit. L'accès aux services hygiéniques doit être également gratuit. Ou alors trouver des solutions réutilisables. Pour le cas des serviettes hygiéniques, ça existe. Si vous discutez avec des filles et puis nous, on fait la promotion de ce genre d'activité, il y a des serviettes hygiéniques lavables, réutilisables. Oui, les caleçons, voilà. J'ai entendu parler de ça. Voilà, donc quand elle finit de saigner, elle lave, elle sèche au soleil et après, elle réutilise, elle reporte. Donc, ça fait que si tu as acheté ça à 1500, 2000, tu peux utiliser même pendant 1 an. Donc, ça, c'est des solutions comme ça à moindre coût. La vérité, c'est que de plus en plus, les populations camerounaises se désintéressent du préservatif. Ça, c'est un truc que j'ai constaté. Plusieurs n'utilisent pas le préservatif, pas par manque d'accessibilité, mais parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'aiment pas. Ils disent qu'ils ne ressentent pas le vrai plaisir avec le préservatif. Donc, du coup, ils préfèrent aller chercher. Oui, on dit souvent qu'on ne mange pas la banane avec la peau. Voilà. Voilà, oui. C'est des idées reçues.
c'est les idées reçues et l'objectif également du droit de nos activités, c'est justement de briser ces barrières, ces idées reçues-là, ces Mhm. stéréotypes. Parce que 3 minutes de plaisir sur toute une vie de souffrance et de maladie, choisis, fais ton choix. Mais tu vas jouir comme ça là 30 minutes, disons 30 minutes, et après toute ta vie, tu vis la maladie. Qu'est-ce que tu préfères? Par Donc, exemple. et aujourd'hui, avec la Répondez tech, en commentaire, vous préférez quoi? ouais. 3 minutes de plaisir ou le reste d'une vie de souffrance? Faut Et, choisir. et aujourd'hui même, il existe des protections qui sont tellement fines que tu ne ressens même pas que tu as quelque chose sur Ouais, c'est toi. vrai. Il y a et justement, la technologie et la science, c'est que comme on sait dans ça, on produit, on crée des produits qui donnent le plus possible l'illusion du contact direct. On crée des produits fins, on crée des produits avec des textures, des Oui, oui, préservatifs oui. avec des textures, on en connaît, des préservatifs avec des saveurs, des préservatifs qui procurent des sensations particulières. Non, c'est C'est vrai, pour c'est dire que, vrai. OK, tu peux rester protégé, mais avoir une sensation toujours spéciale si c'est ce que tu Mhm. cherches. Donc, voilà. Aussi, tu as parlé des techniques de contraception. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'utilisation de la pilule. Parce que la plupart de mes jeunes sœurs Mhm. ne savent pas comment utiliser la pilule. Et souvent, les retombées sont trop graves. Donc, toi qui es un spécialiste, comment utiliser la pilule du lendemain, par exemple? Alors, malheureusement, je ne suis pas gynécologue. Je n'ai pas une connaissance scientifique et technique sur le sujet. Bon, il faudrait mieux rencontrer soit un médecin, soit un gynécologue pour répondre à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a des idées reçues sur l'utilisation de la pilule. C'est pour ça que d'abord, peu de filles l'utilisent parce qu'on te dit que après, ça va faire que tu vas être stérile. Ça te fait prendre du poids, ça te donne de l'acné. Effectivement, ça peut avoir des effets secondaires. Mais rencontrer un gynécologue te permet de savoir quel est le moyen de contraception le plus adapté à ton corps. Attends encore. Parce Mhm. que le gynécologue ne va pas juste te dire non, prends ceci. Ils font des examens au préalable et après les examens, on te dit c'est ceci qui est mieux adapté à ton corps. Tu auras moins d'effets secondaires si tu utilises ceci plutôt que tel autre. Bon, je sais qu'il y a plusieurs types de pilules. Moi, je parle Mhm. plus de la pilule que les femmes boivent après l'acte. Ah, la pilule du Pas ce qu'on lendemain. met à l'intérieur, là. Oui, Non, pas cela. oui. Cela, c'est utilisable, mais pas trop. Moi, je parle plus de la pilule du lendemain. Oui, Parce qu'en réalité, il faut dire la vérité, hein. Il y a certains gynécologues où c'est soit par business, ou c'est par incompétence, mais ils ne briefent pas les femmes. Il y a des filles, c'est devenu leur cheat code. À la place d'utiliser le préservatif, elles préfèrent utiliser la pilule du lendemain. oui. C'est-à-dire, après chaque rapport, elles partent boire la pilule du lendemain. Est-ce que selon toi, ok, avec ta petite expérience, tu peux conseiller ça à une femme? Que à la place du préservatif, tu peux utiliser la pilule du lendemain, donc le gars peut verser dans toi, après tu Mhm. prends la pilule, tu es tranquille. Ça, c'est deux choses. Il veut préciser, il y a deux choses. Faire un rapport sexuel non protégé, ce n'est pas seulement pour éviter La la grossesse, oui, grossesse, je mais sais, c'est on me l'a aussi parlé pour des la maladies. maladie. Oui. Très bien. Maintenant, OK, ton gars est clean, Oui, vous êtes tous vous les êtes deux tous les clean. deux clean, vous décidez, tu dis que, OK, vous allez pas faire sans protection parce que tu penses pouvoir prendre la pilule du lendemain après. Euh, Ça rate parfois. La pilule du lendemain, parfois, n'est pas 100% efficace. Donc, tu n'es pas sûr que au jour là, peut-être comme ça, le corps peut refuser les effets de la pilule et donc tu tombes enceinte. Ça peut arriver. Donc, elle n'est pas 100% efficace. Le préservatif est plus efficace que la pilule du Bon, lendemain, le par préservatif exemple. peut se casser. Le préservatif peut se casser, Ça peut se casser c'est aussi. vrai. Mais tant qu'il est donc bien là, tu as plus de chances d'être protégé qu'en utilisant peut-être la pilule du lendemain. Moi, j'ai connu des filles qui ont témoigné que elles ont après pris la pilule du lendemain, même pas que le lendemain, directement après l'acte, mais elles ont conçu. Il y a Donc, une raison à cela. En fait, je me suis beaucoup intéressé à la pilule du ok, lendemain parce que je me suis rendu compte que les femmes aujourd'hui préfèrent la pilule du lendemain ok. au préservatif. Mais il faut bien notifier que la pilule du lendemain, normalement, son usage n'est pas comme Systématique. systématique comme on doit le faire là. Oui, C'est très dangereux. ok, Il faut qu'on dise ça à nos jeunes sœurs. ok, La pilule du lendemain doit s'utiliser une seule fois l'année. ok. Une seule fois l'année. Monsieur Kenneth, vous connaissez les grossesses extra-utérines. Oui, 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 oui. C'est la conséquence directe de la pilule du lendemain. Voilà. Lorsque tu en prends plusieurs fois dans l'année et que ça rate, comme tu as dit, parce que ça va forcément rater à un moment donné,
ça cause ce qu'on appelle grossesse extra-utérine. Cela tue énormément de femmes parce qu'elles ne savent pas. Oui. Et parfois, quand tu sais, es c'est là, trop tu tard. saignes toujours, tu te dis que tu as tes règles alors que tu es déjà enceinte. La trompe explose, tu meurs d'hémorragie interne. Et s'il vous plaît, l'opération coûte 500 000 au Cameroun. On te coupe une trompe, c'est 500 000 au Cameroun. Oui. Donc, privilégier le préservatif à la pilule du lendemain. Si tu as grillé ta carte à l'année, tu as utilisé une seule fois, ne renouvelle pas. Plusieurs filles ne savent pas ça. Chaque jour, elles achètent la pilule du lendemain. Et le pharmacien, lui, vend toujours. Il vend. Soit il sait, soit il ne sait pas, mais de toute façon, il a ses factures à payer. Donc, il se dit que peut-être tu vas donner ça à ton animal de compagnie. Donc, il vend. C'est important de préciser. La pilule du lendemain usage, c'est une seule fois l'année. Ça, Je pense que vous devriez, c'est un sujet très important. Je pense que tu peux, toi, inviter un gynécologue ou une gynécologue qui peut en parler. Justement. Parce que en le faisant, tu contribueras aussi à la promotion du droit à la santé sexuelle et reproductive. Il y a beaucoup de décès qu'on aurait peut-être pu éviter. Parce qu'on n'a pas la bonne information. Ça, c'est très vrai. Tu pourrais inviter un gynécologue qui pourra mieux informer, éduquer tes téléspectateurs ou bien tes internautes sur ces questions-là. Je crois que c'est une problématique très actuelle. Et c'est souvent parce qu'un grand frère nous a dit que, une grande sœur nous a dit que, exactement. Ma copine m'a dit que, qu'on fait. Or, la vraie source, c'est le médecin, c'est le spécialiste. L'infirmier, il faut aller le voir, c'est lui qui peut te dire. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, j'ai aussi une question. Est-ce que les techniques de contraception de nos grands-mères marchent? Le miel et le whisky. Parce que c'est un truc que moi, j'ai utilisé ça. Bon, c'est vrai que j'ai jamais eu de mauvais résultats, mais est-ce que ça marche? Vous qui êtes dans le domaine, est-ce que ça marche? Moi, je ne peux que dire que ce que j'ai fait, et moi, j'ai jamais utilisé ce genre de technique, donc je ne peux pas en savoir plus. Donc, et je répète encore, le médecin, sûrement une personne. Non, les médecins m'ont dit que ce n'est pas scientifiquement prouvé et tout et tout. Moi, par contre, j'ai discuté avec un médecin, une gynéco, qui m'avait une fois dit que ça peut marcher. Mais ce ne sera pas comme une potion que tu peux utiliser et réutiliser tout le temps. Non, ça peut marcher si certaines conditions sont réunies. Donc, est-ce qu'elle m'a dit? Mais par contre, elle disait que pourquoi le médecin va dire que ce n'est pas recommandé ou alors qu'il ne faut pas le faire ou que ça ne marche pas, c'est que ça peut poser plus de problèmes que ça n'en résout. Ton problème, tu veux retirer peut-être un truc qui est entré. Mais qu'est-ce que tu vas gâter dans le corps pour pouvoir le faire? Non, est-ce que le miel gâte le corps? En force peut-être d'en prendre. peut-être non, c'est pas quand tu bois un litre de miel. Tu lèches un peu de miel, c'est bon. Le miel est même très bon pour la santé. Ça, je ne savais pas. Non, il faut dire la vérité parce qu'au final, moi, j'ai réalisé qu'on se retrouve dans des boucles bouclées dans la société parce qu'il faut faire de l'argent. Certains médecins ne peuvent pas vous dire, ne peuvent pas assumer que le miel, par exemple, est une technique de contraception qui marche. Parce qu'au final, qui va vendre ses produits de contraception? Il ne va pas manger ça. C'est ça aussi. C'est pareil avec l'histoire du VIH-Sida. Bon, ce n'est pas le débat. Okay. C'est pas le débat. Okay. Attends, je pose encore une question. Okay. Quels sont les principaux obstacles que rencontrent les jeunes, surtout les adolescents et adolescentes, pour accéder à des services de santé sexuelle et reproductive sûrs et adaptés? C'est une très bonne question et on a commencé à y répondre depuis le début. Le premier problème, c'est d'abord le fait que l'intimité, c'est quelque chose de tabou. Ici, peut-être même partout, mais encore plus ici chez nous. Et on voit d'un mauvais œil qu'un enfant de 12 ans vienne nous voir et nous dise que papa, ou maman ou tonton, est-ce que tu peux me parler de sexe et tout ça là? C'est un peu compliqué. Vous vous souvenez, à une époque même, il y avait un manuel scolaire où on commençait à dire qu'on parlait de sexualité. Ça avait fait un tapage dans les médias. On disait que non, on ne doit pas parler de sexualité au collège ou au primaire à nos enfants, etc. Vous vous souvenez, il y avait eu un tabou. Oui. Voilà, il y avait eu un tapage à ce niveau-là. Donc, c'est parce que nos sociétés ne sont pas encore assez développées et c'est lié surtout à une mauvaise connaissance du sujet. On se dit que si on parle trop tôt de sexualité à l'enfant, ça va gâter son esprit. Ça va l'amener à essayer tôt. Alors qu'en lui en parlant plus tôt, on le protège, on lui donne plutôt des moyens de se défendre si certaines attaques arrivent. À titre d'exemple, on a 2 enfants qui viennent de 2 familles. Dans la première famille, le petit garçon, chez lui, on lui apprend
les parties de son corps, les différentes parties de son corps, son intimité, et que personne ne doit toucher tel ou tel autre endroit. Et, voilà. Et un autre enfant, quand il veut même toucher peut-être comme ça, même par hasard un peu son appareil génital, oh, tu ne touches pas ça, c'est la sorcellerie, on ne fait pas les choses comme ça. Arrivé à un certain âge, ces enfants arrivent à un endroit et il y a un adulte ou quelqu'un qui abuse d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Le premier essaye d'abuser d'eux. Le premier aura, celui qui a reçu une éducation sur le corps, les parties du corps, l'intimité, sur l'utilisation et sur le fait qu'il faut dénoncer quand quelqu'un te touche peut-être tel ou tel autre endroit, aura facilement l'opportunité d'aller dire que quelqu'un a voulu toucher ce qu'on avait dit que c'est pour moi et que personne ne doit toucher et que ça m'appartient seul là. Le deuxième ne va même pas savoir s'il y a eu mal ou pas, ou qu'est-ce qui s'est passé. Le premier sait ses droits. Il sait que cette partie-là, c'est pour lui et pour lui seul. Et personne ne doit toucher à ça. Quel parent a fait la meilleure éducation? Un autre cas, par exemple, à un enfant, à une jeune fille de 9 ans, 10 ans, 11 ans, dès qu'elle commence à avoir ses règles, on lui dit, écoute, ça veut dire que tu deviens une femme. Ça signifie que tu peux déjà tomber enceinte et avoir un enfant. Maintenant, tu dois prendre, si un garçon vient vers toi, si là, tu arrives à l'âge où tu penses que tu peux entretenir déjà des relations sexuelles, voici les précautions que tu dois prendre. Utiliser un préservatif, lui dire non si tu n'es pas prête. S'il insiste, tu pars faire ci, ou bien tu vas te plaindre à telle ou telle autre personne. Et on a de l'autre côté la jeune fille qui, dès qu'elle a ses règles, elle cache d'abord parce qu'on ne lui a jamais dit d'abord ce que c'est. Elle va voir plutôt sa copine ou une autre amie qui va lui dire que hey, ça veut dire que tu es un homme, mais tu peux déjà aller voir les hommes, ils vont te dire si tu es belle, il peut te donner l'argent, hein, et puis après, c'est rien. Et qui commence donc à vivre ce genre de vie. Donc, dans ces deux cas, on aura une fille qui sait ce que c'est que son appareil génital, comment est-ce qu'il fonctionne. Comment est-ce que avoir des rapports sexuels, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution. Et de l'autre côté, on a une qui ne sait même pas ce que c'est, n'est même pas initiée peut-être, ou bien n'est même pas éduquée sur ça. Le danger revient plus pour la deuxième personne, parce que c'est elle qui est la plus encline à avoir des rapports sexuels non protégés, à tomber enceinte, à avoir une maladie sexuellement transmissible et peut-être la transmettre et en mourir. Le problème donc pour nous, le problème de base, c'est beaucoup plus l'éducation. On n'éduque pas assez sur ce sujet parce qu'on pense encore à tort qu'il est tabou. Le deuxième, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, l'accessibilité. Beaucoup de jeunes sont en zone rurale et en zone rurale, on n'a pas l'accès aux podcasts, on n'a pas l'accès aux centres de santé, aux pharmacies même, et donc on se débrouille comme on peut. Et il est difficile pour les campagnes de santé d'arriver dans ces lieux-là. Donc, le vrai problème en matière de santé sexuelle et reproductive pour la jeunesse, c'est l'éducation et l'accessibilité. Voilà, si tu peux me résumer. Mais ça, c'est très vrai ce que tu dis. C'est un vrai problème parce que jusqu'à aujourd'hui encore, les gens ont du mal à informer leurs enfants sur la sexualité. Pour eux, c'est toujours malsain. Mais la vérité, c'est que si tu ne parles pas de sexualité à ton enfant, la rue le fera. Et parfois de la manière la plus brutale. Aujourd'hui encore, il y a des filles de ma génération qui ont été abusées et qui vivent avec cette frustration, qui vivent dans une peur perpétuelle, qui ne peuvent pas créer une réelle relation saine parce qu'elles ont un traumatisme qu'elles n'ont jamais su dévoiler. Justement à cause des raisons que tu as évoquées tout à l'heure. Donc franchement, moi j'invite vivement les parents à parler de sexualité à leurs enfants. Mais dans le bon sens du terme. Très bien. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des mamans et des parents qui ont des dérives. Très bien. Tu vois, l'enfant encore petit, on apprend déjà des habitudes un peu déplacées, des comportements que va demander l'agent. Papa, là, si il dit que tu es belle, va demander l'agent. Ça aussi, ce sont des dérives de la société. Effectivement, parce qu'il faut parler de sexualité éduquée, mais il faut utiliser les bons mots. Il faut utiliser les bonnes expressions. Il ne faut pas avoir peur de nommer le pénis. De ne pas avoir peur de nommer. Si on devait lui trouver un autre nom, on allait se trouver. C'est son nom, le vagin, que tu nommes ça. Et puis, c'est aussi en fonction de l'âge. Tu ne m'as pas dit le pénis à un enfant de 2 ans, 3 ans. On a les noms qu'on donne, le kiki et tout ça là. Mais quand l'enfant a déjà l'âge, c'est-à-dire à partir de 6e, tu nommes cette partie de son corps.
Bon, après, avant d'être responsable de la com pour HFC, je suis psychologue pour enfants et adolescents. Et effectivement, dans le travail, j'ai pendant longtemps accompagné les personnes qui ont été victimes de violences et d'abus et de viols. Et j'ai rencontré ce genre de cas. J'ai rencontré de viols de mineurs sur mineurs, d'enfants sur enfants, Ouais, effectivement. j'en ai aussi entendu parler déjà. Voilà, donc une jeune fille de 12 ans, 10 ans, 11 ans qui va abuser d'un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ah, une femme qui abuse d'un gars. Oui, une Est-ce que ça petite peut fille. traumatiser aussi le garçon? Bien sûr, c'est que je dis que j'ai reçu des enfants comme ça. Et la petite, c'est que la petite fille elle-même avait déjà été abusée. Donc, elle reproduit les mêmes schémas sur les petits enfants. Et le petit ne sait pas ce qu'il peut dire pour dénoncer. Parce que d'abord, il ne sait pas que c'est mauvais. Il ne sait pas que c'est un abus, que c'est un viol. Parce qu'on ne lui a pas parlé de ça. Mais je ne savais pas qu'on pouvait aussi abuser un homme. C'est un abus normal, un rapport normal. Le viol, c'est chaque fois qu'on te fait faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Si quelqu'un vient et te force d'une certaine manière à faire un truc, une personne qui a de l'autorité, de l'ascendant sur toi, ton boss t'amène à coucher avec toi, te Non, là, force à c'est déjà coucher. autre chose. Est-ce que c'était déjà d'abus? C'est un Déjà, abus. c'était un abus, on dit quoi, pédophile, c'est quoi? D'homosexualité, je comprends pas. Non, dans le premier cas là, c'est un viol entre mineurs. Déjà Dans le cas homme-femme. que, oui, dans le cas là, c'est un viol entre mineurs d'une petite fille avec un petit garçon. Mais de toute façon, ce qui s'est passé, c'est parce que aucun des deux n'est éduqué sur la santé sexuelle, c'est simple, Mhm. sur leur sexualité. Et plus tôt c'est fait, mieux, moins on évite ce genre de choses. Par exemple, il y a des petites filles qui a été violée, 12 ans, 13 ans, qui n'en a pas parlé jusqu'à ce qu'elle commence à avoir des infections. Oh là là. Donc, c'est quand elle a été infectée, et c'était vraiment chaud, c'est quand elle a été infectée qu'à l'hôpital, le gynécologue a donc dit que cette infection est due à tant. Alors, si cet enfant avait été éduqué sur le respect de son corps, les parties de son corps, l'hygiène de son corps, forcément, il aurait dénoncé qu'il y a telle personne qui a touché tel endroit, tel jour, et ça m'a fait mal comme ça. Mais comme elle sait que non, et elle a fait cela, on n'en parle pas. Si je parle, on peut même me taper. Elle a gardé jusqu'à ce que c'est arrivé. Le pire, peut-être qu'elle peut perdre même la fonction Ah, ça, c'est vrai procréative à aussi, ça, cause c'est vrai. de ce genre de trucs. Donc voilà les dérives qu'on peut éviter si on est mieux éduqué et le plus tôt possible sur les notions de santé sexuelle et reproductive. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, vous êtes un parent, éduquez votre enfant sur la sexualité, c'est très important. Ne dites pas que c'est tabou quand il sera grand. Parfois même, tu n'éduques pas l'enfant, il peut avoir des connaissances un peu farfelues dehors et il ramène ça à la maison, tu en Effectivement. paieras le prix. Donc c'est Effectivement. très important. Évoluer avec les questions. Oui, oui, pour revenir un peu sur les difficultés que rencontrent les adolescents, on a parlé du fait qu'ils ne sont pas éduqués, du fait aussi Éduquer. que c'est tabou, mais on va le dire aussi, parfois dans nos centres de santé, on manque aussi un peu d'intimité. Tu peux aller peut-être pour... quelqu'un a eu peut-être sa chaude pisse et Mhm. le gars va au centre de santé, il devient la risée de tout le monde. L'infirmière va dire, toi, passe ici avec ta chaude pisse là. Alors que c'est son intimité. Comment tu appelles sa maladie à haute voix comme ça? Donc, et c'est toutes ces frustrations-là qui font que quand le gars a sa petite maladie, il part lui chez le babana du quartier ou bien chez le vendeur de médicaments du quartier, il lui donne ses médicaments, il part faire de l'automédication qui peut ne pas marcher. Non, c'est vrai. Donc, or, c'est à l'hôpital qu'on doit recevoir la bonne information. C'est au sorti de là que la femme là va te dire que, gars, pour faire protège-toi. Ce n'est pas fais ceci, fais cela, prends telle disposition et tout. Donc, le manque d'intimité dans les centres de santé, surtout Et ce n'est les même pas seulement mamans dans le là, centre de parfois. santé. Il y a plusieurs personnes, hommes, surtout les femmes, Mhm. qui ont des rapports sans protection, peut-être parce qu'elles ont honte d'aller acheter un préservatif. Effectivement, Est-ce qu'elles seront jugées? effectivement. On dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Oh, tu es devenu, oh, tu es une bordel. Parfois, tu Même les pars à hommes. la pharmacie comme ça, tu vas acheter ton préservatif, mais tu vois comment tout le Tout le monde se monde te regarde, regarde tout le comme monde si tu avais tué le lion. Voilà. Et c'est frustrant pour certains. C'est frustrant. Moi, au début, plus jeune même, c'était difficile pour moi d'aller acheter un préservatif parce que tu te dis que même au boutiquier, et Et t'as surtout si c'est remarqué, au t'as remarqué, quartier, oui. si tu es au quartier, tes parents, tu ne sais pas si après il va dire à tes parents que, hey, vous voyez l'enfant, il joue déjà les championnats. Donc,
C'est vrai. C'est le manque d'intimité là aussi parfois. Oh, c'est quelque chose de normal. On doit même être fier quand on te voit acheter un préservatif. Ça prouve que tu tiens à ta santé, Tu es conscient. que tu es conscient. Ça prouve que tu es mature. Donc ça, le manque d'intimité là, il faut qu'on parle aux vendeurs de boutiques, aux femmes des pharmacies là. Mais, Tu dis que tu veux le préservatif de combien? mais comment est-ce que... Ne parlons même pas seulement de préservatifs, même les tests de grossesse aujourd'hui, tout Oui. ça, c'est... Mais qu'est-ce qu'on peut donc faire? Qu'est-ce qu'on peut donc faire pour empêcher ça? Il faut seulement que les gars prennent le courage à deux mains. Si tu as eu ta chaude de piste, tu restes digne. On doit dire donc aux jeunes que gars, ta santé n'a pas de prix. Va acheter Justement. ton préservatif. Si tu as un peu, achète dans plusieurs pharmacies différentes à chaque fois. Euh, et c'est ça souvent, c'est ça aussi le droit à la santé sexuelle et reproductive. Et là, voici une autre question, mais on a légèrement répondu. Ok. On parle de plus en plus de grossesse précoce et non désirée dans les écoles. Quelle stratégie devrait être mise en place au niveau communautaire et éducatif pour inverser cette tendance? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'école, on retrouve un peu de tout. Les enfants qui font des partous, ceci, cela, ça devient compliqué. Euh, il y a peu, le ministère des Enseignements secondaires a encouragé les jeunes signer un arrêté pour que les filles, même lorsqu'elles sont enceintes, puissent continuer leur scolarité. Plus jeunes, nous on se souvient, je ne sais pas si toi tu as vécu ça, mais nous, quand une fille tombait enceinte, elle ne venait plus à l'école. Oui, 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 Donc bien ça fait sûr. elle se déscolarise, elle perd sa scolarité. Et le gars qui a mis de marquer le but, lui, il continue de prendre ses notes, de faire ses leçons. Ce n'est pas juste. Et donc, cette note du ministre des Enseignements secondaires, c'était justement pour dire que tomber enceinte ne veut pas dire la fin de ta vie. Continue, tu viens, tant que ton corps le permet, viens apprendre. Et ça passe aussi par une éducation. C'était un plaidoyer des associations qui sont arrivées jusqu'au ministère, que combien de filles arrêtent l'école parce qu'elles sont tombées enceintes. Ce n'est pas normal. Et si on avait appliqué les leçons d'éducation à la santé sexuelle et reproductive plus tôt, ceci ne serait Ça ne pas serait pas arrivé. arrivé. Je me souviens aussi en quatrième, fin de la classe de quatrième, du programme de quatrième en biologie, le cours de reproduction, et en troisième aussi. C'est un cours qui est difficile à enseigner pour les enseignants de SVT parce que dès qu'ils arrivent là-bas, les enfants vont commencer à s'échauffer parce qu'on commence à parler des organes génitaux masculins et féminins. Et nous, on avait donc une prof qui, quand elle arrivait là-bas, n'expliquait pas. Elle lisait seulement le cours. Après, pardon, si tu veux, tu poses n'importe quelle question, elle ne va pas le faire parce qu'elle se sentait gênée et elle pensait peut-être qu'elle n'est pas légitime pour le faire. Or, en ne le faisant pas, elle pose également un autre problème, on l'a dit plus haut. Si tu ne nous en parles pas, nous, on va aller chercher les informations ailleurs. Exactement. Le véritable problème que ça pose, c'est utiliser plutôt les bons mots. Et il faut former les personnes qui sont en contact des jeunes pour pouvoir leur parler. Si toi, adulte, tu n'as pas la légitimité pour venir parler à un autre enfant ou un autre jeune ou un jeune un peu plus âgé que lui peut avoir plus de légitimité pour pouvoir lui en parler parce qu'il vient de passer par là. Il n'est pas du siècle passé. Il vient de traverser cette affaire-ci. Donc, il peut mieux te parler en utilisant ton langage. Et c'est ce qu'on appelle les pairs. Les pairs et le fonctionnement avec la communauté. En utilisant des jeunes, ça peut passer mieux. Par exemple, dans les lycées, on peut introduire des clubs dans lesquels peut-être passer par un club santé. Et dans le club santé, il y a des moments où on parle de l'utilisation du préservatif. Voici comment on enfile un préservatif. Voici comment on porte une serviette hygiénique. Voici comment on doit parler de tel ou de tel. Voici ce qu'il faut dire pour dénoncer quelqu'un qui te harcèle ou qui te viole. Ça aussi, on peut en parler. On peut aussi passer par les réseaux sociaux, comme les activités que vous faites. Si on n'a pas accès aux enfants directement, on va les trouver où ils sont. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp. On passe par des outils comme ce qu'on est en train de faire. Mais est-ce que ça les intéresse même ce genre de sujet sur les réseaux? Il y a aussi ça le problème. Ces enfants sont intéressés par les filles qui tournent les fesses, ils sont intéressés par les commérages, par les inutilités, des aberrations. C'est ça qui les intéresse en fait. Moi, je pense on ne croit pas, on ne croit plus beaucoup à nos jeunes. On pense qu'ils sont peu intéressés par ces choses, mais je crois que c'est beaucoup plus parce qu'on ne sait pas leur parler. On ne sait pas comment les aborder pour ces questions-là. Moi, je peux
Je sais comment les mots que je peux utiliser pour intéresser un jeune sur ces questions-là. Parce que quand nous, on vient leur parler de ces questions, on vient comme des donneurs de leçons, Ah comme des ouais. personnes pour qui ça a marché ou ça a réussi. Non, moi, je vais venir, je vais lui dire que, gars, moi-même, j'ai été victime de telle chose. Ça fait mal, ne passe pas par là. Tu sais ce que c'est qu'à un garçon, si tu lui expliques les symptômes de la chaude piste de la syphilis, voilà, il va fuir l'affaire là. Si tu lui expliques ce que ça fait au corps et comment tu te sens, il va dire que grand, rien que pour ton témoignage là, je ne vais pas faire l'affaire là. Si une fille qui a été enceinte, qui a arrêté ses études et qui est aujourd'hui obligée de vendre au marché parce elle a perdu une année d'études et qu'elle a été déscolarisée à cause de l'enfant, vient parler à une autre petite fille de cette affaire, elle va voir sa vie défiler devant elle comme ça, elle dit que maman, j'ai compris. Gars, prochaine fois, tu vas mettre le préservatif ou on ne fait rien. Il faut utiliser les bons outils, il faut parler leur langage et il faut se rapprocher d'eux. Il ne faut pas faire comme si on leur donne des leçons, que ne fais pas ceci, ce n'est pas bien, tu vas aller en enfer, ta, ta, ta. Pourtant, ceux qui leur parlent eux-mêmes sont les plus pervers et plus... Voilà. Donc, utilisons le bon langage, rapprochons-nous d'eux, connaissons leur réalité et c'est par là peut-être on pourra mieux attirer leur attention et les saisir. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, on va continuer avec nos questions. Euh, Dans quelle mesure les croyances religieuses et les traditions et normes sociales influencent-elles les comportements sexuels et la perception de la contraception au Cameroun? Oui. Encore ici, mais je ne vais pas dire ici chez nous en Afrique ou au Cameroun, mais c'est un peu partout le cas. Dans les sociétés où la religion, certaines religions, et même presque toutes les religions, trouvent les notions de sexualité tabou. Vous voyez, même dans la Bible, quand on en parle, on va te dire cache ta nudité, on n'expose pas sa nudité, ce genre de choses. Et ça participe en fait à ce que ces questions-là ne soient pas mises sur la table. On cache ça, on dit, maman, on va en parler le plus tard possible à l'enfant. D'un autre côté, les croyances traditionnelles, comme par exemple, on a parlé de l'excision, font que on se dit que le clitoris, c'est l'organe qui fait ressentir le plaisir à la femme. Et si on lui coupe ça, elle ne va pas aller chercher dehors. Et donc, on pratique l'excision sur les jeunes filles. C'est ça, c'est le fait que ces traditions-là sont rétrogrades. Ces croyances-là ne sont pas actualisées et peut-être parfois sont même mal interprétées. Parfois, c'est juste que la Bible peut-être ne va pas défendre telle chose, mais comme nous, on pense que c'est ça et comme on nous a toujours dit que c'est ça, on fait tel que c'est dit. Mais je pense qu'il faut peut-être réactualiser ça et comprendre que le monde d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier. Et si tu veux leur parler avec les choses d'hier, là, ils ne vont pas comprendre. Et on a eu peut-être des amis, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu peut-être des copines qui sont filles de pasteurs ou de pasteurs. Et ce qu'elles font dehors, ce qu'elles font dehors, si tu dis à leurs parents que la petite fille s'y fait ça dehors, ils ne vont pas croire. Généralement, les filles de pasteurs sont très, très mal intentionnées. Donc, c'est malheureusement ça. Pourquoi donc ne pas une fois mettre ça sur la table et en parler? Ma fille, viens, on s'assoit. Tu vois l'affaire si... Voilà, voilà. J'ai fait ma scolarité, par exemple, dans une école catholique et à l'époque, je crois que c'est toujours le cas, il y a un cours éducation à la vie et à l'amour. C'est un cours très puissant et très intéressant. Dans ce cours, on parle justement de la connaissance des organes génitaux masculins et féminins dès la sixième et la cinquième. Et durant ce cours, on explique aux enfants comment est-ce que ça fonctionne en fonction de la classe. En cinquième, on ne va pas dire la même chose qu'à un enfant de troisième. On te dit comment ça fonctionne, comment ton corps évolue, etc. Avec la précaution que les catholiques prennent, bien sûr. Mais on en parle quand même. Et l'autre précaution qu'ils prennent à notre époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est qu'on séparait les garçons et les filles. Aux garçons, on parlait de leur appareil génital à eux et aux filles, on parlait de leur appareil génital à elles. Et moi, je me rappelle que parfois, nous, les garçons, quand on finissait pour nous, on grimpait, on escaladait les salles pour aller voir ce qu'on dit chez les filles et tout ça. Donc, vous voyez, ça suscite toujours de la curiosité chez les enfants. Et si tu ne satisfais pas leur curiosité là d'une manière ou d'une autre, ils vont aller trouver l'information ailleurs. Donc,
la religion, au final, et la tradition sont des freins parce qu'il y a encore beaucoup de choses que soit ils comprennent mal ou qu'ils expliquent mal ou qu'ils refusent carrément de comprendre de nos jours. Donc Mhm. voilà. Ah, ça c'est une réponse complète, hein. Moi, je n'ai rien à ajouter. Ok. Euh, les violences basées sur le genre sont un frein majeur à la santé sexuelle des femmes et des filles. Oui. Comment renforcer la prévention et la prise en charge dans un pays comme le Cameroun? L'éducation, la sensibilisation, la violence. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est comprendre ce que c'est que les violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre, ce sont des violences qui, comme leur nom l'indique, ce sont des violences qui s'appuient, qui se font euh, parce que vous êtes de tel ou de tel autre genre. Donc, là, dans ce cas, on va exercer une violence sur toi parce que tu es une femme. On va exercer telle violence sur toi ou parce que tu es un homme. Bon, et la plupart du temps, ce sont les femmes. On va exercer telle violence sur toi parce que peut-être, on va par exemple dire que, parce qu'il y a plusieurs types de violences. On va peut-être s'arrêter sur la violence sexuelle. On va te violer parce que tu es une femme et que tu es faible. Mhm. C'est ça la violence basée sur le genre. Mais elle peut aussi prendre une autre violence physique, psychologique aussi. On peut par exemple te harceler, ce que beaucoup on appelle mais en utilisant la mauvaise expression pervers narcissique là, on va dire qu'on va avoir telle ascendance sur toi parce que tu es une femme. Je vais te contrôler parce que tu es une femme. Ça arrive parce qu'on est très peu éduqué sur justement nos droits et les femmes surtout. Tu as le droit de dire non, tu ne veux pas faire tel rapport sexuel avec telle personne. Tu as le droit de dire que je ne veux pas faire telle chose avec toi. Et ça commence dès le bas âge, dès la maternelle. Tu dois même commencer à dire à la fille, à la jeune petite fille que ma copine, personne ne doit te toucher de telle manière parce que tu es une femme. Personne ne doit avoir telle ou telle autre influence sur toi parce que tu es une femme. Tu as un droit, tu as des devoirs, tu as surtout des droits et personne ne doit les bafouer. Donc, les violences basées sur le genre peuvent être évitées. Et là, je vais embrayer sur vraiment une autre question. Si toutes les parties prenantes sont impliquées, même l'homme même doit être sensibilisé sur la violence basée sur le genre. Ce n'est pas juste la femme à qui on doit dire que ne te laisse pas te battre, ne te laisse pas ci, ne te laisse pas ça. L'homme aussi, on doit lui dire, gars, tu ne dois pas faire telle chose, tu ne dois pas faire telle chose à la femme. Surtout même qu'aujourd'hui, même les hommes sont victimes des mêmes situations que les Voilà. femmes. Donc, on doit mettre tout le monde au même pied d'égalité lorsqu'on parle en fait, de la sensibilisation et de l'éducation, de la sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Et comment, qu'est-ce qu'on peut donc dire à l'homme pour le sensibiliser, pour qu'il lui aussi participe à la santé reproductive? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire au jeune homme? On peut dire au jeune homme que la sexualité, c'est à deux. C'est vrai qu'il y a également la masturbation. On peut ressentir le plaisir sexuel seul même. C'est vrai Est-ce que vous ça. conseillez la masturbation? Oui, pourquoi pas? Ah bon? Oui. Vous savez que moi, je suis un détracteur de la masturbation, hein. Bon, ça, Ça vous avez détruit vos tellement. raisons. Mais comme pour toute chose, c'est peut-être l'excès qui peut nuire. Parce que maintenant, en tant que psy, je peux dire que c'est l'orientation et la quantité qui peut créer plutôt des comportements pervers par la fois ou des comportements déviants. Mais sinon, en soi, mécaniquement, ce n'est pas mauvais. Est-ce que vous connaissez un jeune qui arrive à se contrôler dans la masturbation? Contrôler, c'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il arrive à ne pas dépasser les limites, il arrive à ne pas abuser, il arrive à utiliser la masturbation à bon escient, par exemple, pour apprendre à mieux connaître son corps et il s'arrête là. Parce qu'on non. commence tous par ça, hein, Oui, mais à mieux après, connaître son et corps. c'est pour Après, ça ça que, devient une pulsion, on voilà, se laisse aller et on se détruit. et c'est ça que je dis que ça dépend maintenant de la quantité et ça dépend de la façon de le faire. Même la masturbation, nous adultes, nous plus âgés, on doit apprendre même à nos jeunes petits frères et les femmes, leurs jeunes petites sœurs à le faire. Ah bon? On doit leur apprendre parce que Non. comme c'est pour toute chose, si tu ne lui apprends pas, il va mal faire et il va Non, dévier. mieux je t'apprends que ce n'est pas bon. Et mieux je te dis tout de suite que ce n'est pas bon. Bon, si ce n'est pas bon et que tu lui dis qu'il ne doit pas le faire, qu'est-ce qu'il fait donc après? Tu vois, tout à l'heure, tu as pris un exemple que quand tu causes avec un enfant, tu lui parles de la syphilis, tu appelles la syphilis, tu lui donnes les conséquences directes, comment tu te sens pour qu'il n'y pense même pas, qu'il va se protéger.
Moi, je me suis masturbé pendant plus de 5 ans, ça a failli détruire ma vie. Donc, quand je parle à quelqu'un de la masturbation, j'ai des arguments pour te convaincre que ça, c'est mauvais. Très bien. Ça, c'est par exemple, toi, ton expérience. Et tu peux la partager avec les gens autour de Et bien toi. sûr, X connaissent. Voilà. Maintenant, imagine donc un enfant qui peut-être a des difficultés parfois, je te prends un exemple, à établir des relations saines et sécures et sécurisées avec peut-être le sexe opposé. Mhm, De base, d'abord, peut-être parce qu'il ne se trouve pas assez beau, bien qu'il ne se trouve pas assez désirable et tout. Et mais il a des pulsions. Il a des mhm. pulsions qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Et comme toute chose, il faut d'abord la décharge. Mais avant ça, tu vas dire que, OK, voici ce que tu peux faire d'abord, mais tu dois travailler sur toi. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que tu vas décharger, décharger Attendez, là, mais tu dois travailler intrinsèquement. est-ce que, est-ce que même évacuer est nécessaire? Moi, je vais dire, il y en a depuis le bas âge, il y en a qui se sont dépucélés à l'âge de 20 ans, 22 ans. Ils sont même masturbés 20, même 40 ans. Oui. Pourquoi est-ce que aujourd'hui les jeunes pensent qu'il est primordial pour eux de jouir? Ce Tu es n'est pas une bon, nécessité. tu es bombardé par des stimulus en lien avec la sexualité tout le temps. Entre ici et le carrefour d'à côté, tu vas avoir un tas de stimulation ou un tas de stimulus avec des connotations sexuelles. Sexuel, je suis Que tu le d'accord. veuilles ou pas, tu es tout le temps Donc le bombardé, cerveau est acculé. hyper sexualisé, oui. On te dit que, voilà, on va te montrer des paires de seins, on va te montrer des ci ou des ça. De toute façon, on va faire le plus possible pour que tu puisses être tenté. Bon, un jeune comme ça, avec toutes ces stimulations, comment lui faire? Aujourd'hui, hier, nous, on n'avait peut-être pas ça se présentait peut-être d'une autre manière. Mais aujourd'hui, si là, aujourd'hui, c'est compliqué. Dès que tu ouvres la télévision, dès que tu ouvres ton ordinateur, dès que tu ouvres ta télé, il y a tellement de stimulus. Mon avis, c'est que vaut mieux une bonne éducation, bien centrée, bien structurée, que une mauvaise éducation ou bien un laisser-aller. Mais est-ce que justement, conseiller la masturbation pour un homme qui se sent acculé par tous ses caractères sexuels dans la société, ce n'est pas céder en quelque sorte? Effectivement, je n'ai pas dit que la masturbation, c'est une bonne chose. J'ai dit que pour une personne, ça peut être une solution, pas une solution, mais ça peut être une réponse rapide pour un problème, mais ça ne peut pas être une solution Justement, à long terme. la masturbation est une solution rapide. Sauf que ça devient, c'est un peu comme ça devient comme la pilule du lendemain pour les jeunes filles. Oui, Et et puis ça c'est devient décadent. addictif. Justement. C'est ça, on en devient dépendant. Et puis, moi, par exemple, j'ai reçu parfois des personnes, des adultes, vraiment adultes, mariés même, mais qui ne euh, euh, vivent pas leur sexualité totalement, peut-être parce que d'abord, ils sont orientés principalement à une forme de jouissance qui ne passe pas par le Covid forcément. Mhm. Et lui, plus jeune, il s'est tellement masturbé que il ne ressent plus l'excitation ou bien la jouissance par le Covid. Donc, il finit son rapport avec le Covid, peut-être en Covid, et sa femme a joui. Après, il part continuer dans la Le douche. gars part, finit son truc seul, et puis voilà. Donc, ça, c'est le côté pervers de la chose. Mais à la base, c'est un aspect mécanique. Tac, 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 tac. Mais c'est quand on en abuse ou alors qu'on utilise mal que ça peut poser problème. Mais je pense que c'est un outil dangereux et on doit vraiment sensibiliser les jeunes. C'est Parce que très la plupart des dangereux. jeunes qui se masturbent, c'est par frustration. C'est vrai, Parce qu'ils se sont laissés aller je suis avec d'accord. l'hypersexualisation de la société. Et au final, il faudrait qu'on leur explique que déjà, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie puissante, la plus puissante pour un homme. Effectivement, Et cette énergie, elle ne se dépense pas que en jouissant. c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai longtemps expérimenté ça parce que c'est un domaine qui me concerne très, très, très personnellement. OK. Je me suis masturbé depuis pendant près de 5 ans. Et j'ai compris que parfois, les envies de sexualité qui montent ne sont pas forcément un besoin de sexe. C'est une expression d'énergie Très bien. qui est en train d'excéder. Mais qu'il Il faut justement décharger. libérer cette énergie-là. Mhm. Mais
la pire des façons serait de les libérer en éjaculant, surtout par la masturbation. Voilà. Grâce à l'énergie sexuelle, tu peux te connecter, parce que moi je crois aussi sur ce côté spirituel là, tu peux te connecter avec la nature et avoir des très bonnes idées pour le business. Effectivement. Tu peux être vraiment inspiré pour lancer un projet, pour lancer une œuvre, même pour mener une activité. Lorsque un homme qui est chargé d'énergie sexuelle va peut-être en salle, il ne se lève plus lourd. Ça, c'est un truc que moi j'ai constaté chez moi. Vous avez raison. C'est un mécanisme de défense même et ça arrive parfois, c'est ce qu'on conseille parfois chez les jeunes enfants, parce que l'énergie sexuelle et la pulsion sexuelle là, est tellement forte et incontrôlable chez les adolescents. Quand tu commences à partir de 12, 13, 14, 15 ans, c'est là où la pulsion sexuelle là, devient, elle commence à naître et elle devient tellement forte. Et c'est à cet âge-là que les comportements de masturbation systématiques et répétitifs naissent. C'est à cet âge-là qu'il commence à prendre ou qu'il dit que quand ça vient, je fais ça, tac, et après je suis un peu libéré. Et là, il recommence parce que ça lui apporte une satisfaction. C'est à cet âge-là donc que l'éducation et ce que tu viens de dire là doit se mettre en place. Que, gars, si ça arrive, concentre-toi peut-être sur tes études, pratique une activité sportive, fais un peu plus de lecture, va avec des amis, va voir un film. Et c'est à ce moment-là qu'on développe même des passions. Exactement. C'est à ce moment qu'on développe des passions, des centres d'intérêt. Parce qu'une fois que ton centre d'intérêt, l'énergie là est investie. On appelle justement ce mécanisme de défense-là le réinvestissement. Une fois que ton centre d'intérêt est réinvesti dans d'autres centres d'intérêt, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus simple, en fait. Voilà, et puis, tu n'as plus vraiment besoin juste de te masturber pour ressentir quelque chose. Mais ça, c'est un sujet très intéressant, parce qu'aujourd'hui, là, la jeunesse est vraiment en train de se perdre. Et il faut vraiment sensibiliser encore dans l'espoir que, au moins, même si une infime partie de la jeunesse aujourd'hui s'imprègne de toutes ces informations, franchement, pour nous, c'est gagné. Oui. Donc, franchement, les gars, prenez ça au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs vies sont basculées. Tout à l'heure, il a pris un exemple. J'avais fait une vidéo où je parlais de ce genre de cas, qu'il y a des hommes qui sont mariés avec des enfants, mais qui continuent de se masturber. Certains ne croyaient pas. Ouais. La masturbation développe des personnalités différentes chez tout un chacun qui peut aller, tant pour moi, jusqu'à devenir un vice terrible. Donc, les gars, prenez de la graine. La santé reproductive est un sujet qui doit vous intéresser. Effectivement. Parce que vous serez les parents de demain. Si vous n'êtes pas déjà éduqués, comment allez-vous transmettre cela à vos enfants? Donc, réfléchissez bien. Bon, d'accord. Monsieur Kenneth, quel message aimeriez-vous donc adresser aux décideurs, aux parents et aux jeunes pour construire un avenir où la santé sexuelle et reproductive serait réellement un endroit pour tous, surtout au Cameroun? Alors, c'est une très bonne question. Aux décideurs, d'abord, c'est d'instaurer ou d'intégrer le plus possible les notions de santé sexuelle et reproductive dans les programmes scolaires, le plus tôt possible et en utilisant les bons mots, les bons moyens, les bons outils, en rendant les centres de santé beaucoup plus accueillants en matière de santé sexuelle et reproductive et en formant plus de spécialistes dans ce domaine-là. Maintenant, pour les parents, c'est d'être à l'écoute des besoins de leurs enfants, à ne pas avoir d'objets ou de sujets tabous, à parler vraiment à bâton rompu avec leurs enfants, en utilisant les bons mots surtout. Et enfin, pour les jeunes, à s'intéresser à ces questions-là, ne pas avoir peur de demander ou de chercher l'information, mais surtout d'aller vers les personnes qu'ils pensent les mieux outillées pour le faire. Et les podcasts comme ceux-ci sont des occasions les plus adaptées et j'espère vraiment que peut-être par la suite, des sujets bien plus précis sur la santé mentale en lien à la sexualité pourront être suscités et là, on pourra en parler un peu plus, on pourra aller un peu plus en profondeur, quoi. Donc voilà pour chacune des personnes ce qui peut être fait. Et là, je pourrais prendre ma casquette de psy. Et là, cette fois-là, on pourra parler beaucoup plus de manière crue en utilisant peut-être les mots les plus justes.
Voilà, parce que ici, comme ça, en tant que responsable de la communication pour cette activité, s'il y a peut-être des trucs que je ne peux pas dire parce que ce n'est pas orienté vers le projet. Mais si maintenant je prends une position maintenant de science, maintenant là, on peut se dire des choses crues. Et puis, voilà. Donc, tout ça vous dit que certainement, vous allez revoir M. Kenneth sur le podcast. On a relancé les podcasts. Donc, les gars, franchement, likez. Je sais que vous serez surpris du thème, mais c'est un thème qui est vraiment important. Ça peut non seulement vous sauver, vous, mais aussi vos petits frères et même vos futurs enfants. Ne négligez pas cela parce qu'aujourd'hui, il y a un désordre sexuel dans la population camerounaise, surtout dans sa jeunesse, qu'il faut absolument rétablir. Donc, les gars, prenez cette histoire au sérieux. Et on se dit à très bientôt. C'était tout pour ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. Moi, par contre, j'ai beaucoup appris. Le contenu et l'invité était exceptionnel. Donc, vous likez, vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire et surtout, vous vous abonnez. Donc, les gars, peace out. On est ensemble.